ça y est, c'est parti. En tout cas, moi, je suis content de vous retrouver encore une autre fois pour une nouvelle émission. Ce soir, on va parler de photos, bien sûr, et puis on va parler de vitesse d'obturation. Voilà, parce que ça m'est arrivé. Alors, pour la petite histoire, je vais vous raconter. C'était pendant que je faisais un cours, en fait, sur la photo. C'était un cours de... Il y avait des apprenants qui étaient là autour de moi, et puis elles étaient prêtes à ramener l'appareil photo chez le vendeur. Voilà, parce qu'elle disait, c'est bizarre quand j'appuie dessus. Alors je vous montrais ce que ça faisait. Alors, elle me disait, c'est bizarre, quand j'appuie sur mon déclencheur, ça fait... Voilà. Elle trouvait bizarre qu'il y avait un bruit après. Donc un premier... Toc. Ah ben, bien sûr, moi j'ai tout de suite compris de quoi il s'agissait. En fin de compte, c'est la vitesse d'obturation qui était à 1 seconde et demie. Et en fin de compte, elle n'avait aucune notion de ce que c'était la vitesse d'obturation. Donc on a vu tout ça ensemble et puis elle s'est trouvée soulagée quand même parce qu'elle n'a pas été obligée de retourner chez le vendeur. Et surtout, je lui ai évité, moi, d'avoir un grand moment de solitude chez le vendeur, au magasin. Imaginez sa tête. Il dit, ouais, mon appareil, il ne marche pas. Quand j'appuie, il fait un bruit bizarre. Voilà. Bon, c'est des petites choses comme ça, mais quand on ne le sait pas, forcément, voilà. Donc, je voulais, parler de la vitesse d'obturation, puis ce qu'on peut faire avec ça. Pour figer le mouvement ou flouter le mouvement, donc on aura beaucoup de choses créatives à faire avec ça, avec les vitesses d'obturation. Donc, moi, je l'utilise de temps en temps plutôt sur la vitesse lente. La vitesse rapide, bon, je sais à quoi ça m'amène, mais on va voir... tout au long de ce rendez-vous, comment on peut optimiser ça et puis que ça devienne quelque chose, vraiment une autre corde à votre arc. Donc on va commencer avec des exemples très parlants, vous allez voir ce qu'on peut faire avec la vitesse d'obturation et les photos de sport. Donc je suis parti sur un exemple de photos de sport, parce que les photos de sport, ça envoie du bois. Et donc, dans ce type de photo, c'est clair que l'intérêt de cette photo, c'est de saisir l'action, de pouvoir figer le mouvement de tous ces personnages, de tous ces footballeurs en action. On voit bien toutes les petites gouttelettes de transpiration, de sueur sont figées dans le mouvement. Et ça, le seul moyen de pouvoir réussir ce type de photo, ça va être effectivement avec une vitesse d'obturation très rapide. On va voir d'autres exemples avec notamment des photos de tenniswoman, avec pareil toute l'intensité là, de l'action dans cette photo, avec la balle, on voit bien le mouvement de la balle est complètement figé, et ça c'est forcément une vitesse d'obturation rapide, sachant que les balles peuvent aller à 100, 150, voire 200 km/h au service. Là, pour figer le mouvement comme ça, il va falloir une vitesse d'obturation très rapide. Tennis, là, pareil, donc toujours les photos de Scott Kelby, qui joue en plus là d'un point de vue complètement différent. Il est vraiment en plongée, là, et puis il joue avec les lignes, et puis heureusement d'ailleurs qu'il y a la balle, faut pas oublier ça. Je pense que sans la balle, la photo n'aurait pas vraiment le même intérêt. Donc on joue avec les lignes du court de tennis, on joue avec la couleur, le bleu, le jaune de la balle, et puis l'action de la tenniswoman. Donc lui, moi j'aime beaucoup ce qu'il fait. Donc on peut, si on regarde un petit peu, si on analyse un petit peu, là on peut imaginer que c'est un objectif avec une longue focale. Là il est à 300, 400, voire 500 mm. On voit bien qu'il est en plongée. Et puis le plan RCA, donc c'est peut-être recadré un petit peu, mais je pense pas trop parce que il est plutôt bien équipé lui. Une autre photo, celle-ci. C'est une photo de baseballeur. Et là, on voit, pareil, toute l'intensité de l'action entre l'attitude de l'arbitre, donc les joueurs de baseball, alors celui qui va choper la base, qui veut absolument aller toucher la base, et puis le réceptionneur, alors je ne vois pas s'il a la balle, le réceptionneur qui est juste au-dessus de la base en plein élan, en pleine suspension, et là qui saisit la balle de baseball. Donc ça, pareil, c'est Scott Kelby. Et toute l'intensité, pareil, de cette photo se fait par l'action des personnages, vraiment qui sont figés dans leur mouvement. Donc ça, pareil, c'est des contraintes techniques. On peut voir là qu'il y a un super zoom, donc il devait être carrément à l'autre bout du terrain.
Est-ce que ça a été recadré? Je ne sais pas, mais en tout cas, là, il y a du matériel. Et on va voir justement un petit peu les contraintes de ce type de photo. Alors, donc ce type de photo, je parle des problèmes un petit peu qu'on rencontre dans ce type de photo. C'est aussi bien, alors j'ai eu l'occasion d'avoir été prendre des personnes qui jouaient au volley, donc c'était dans une salle fermée. L'éclairage est souvent un petit peu moyen, voire très moyen, voire moyen du tout. Et en lumière faible, comme on peut le voir sur cette photo-là, ça c'était en intérieur, plutôt le soir, avec des projecteurs, de l'éclairage. Et là, on voit que c'est un petit peu flou partout, quoi. C'est pas très net. Là, je crois que c'était une vitesse d'obturation de... Non, je ne l'ai pas, la vitesse d'obturation. J'ai d'autres exemples pour vous montrer après. Mais en fait, quand on se rend compte que c'est beaucoup trop lent, quoi, pour figer le mouvement, ça manque d'intensité, l'éclairage n'est pas forcément idéal. Donc c'est le souci qu'on va avoir avec ce type de photo. Là, on peut voir aussi le même problème avec les mouvements qui sont plutôt flous. Là, même si elle est mieux cadrée, on va avoir quelques petits problèmes de mise au point aussi. Ça va être un petit peu le souci. Mais c'est surtout le flou, en fait. Ça manque d'intensité, surtout pour des photos d'action comme ça. Là, c'est un autre problème. C'est aussi, on va avoir du flou. On voit bien sur le joueur qui est plutôt face, qu'on voit de face, là. Lui, il est pareil, il est à moitié flou aussi. Il n'est pas très net. Et puis là, on va avoir un problème d'éclairage, c'est avec la balance des blancs. Voilà, la photo est plutôt très jaune. Et ça, c'est des réglages qu'on peut faire sur son appareil photo, bien sûr. Autre problème rencontré, alors moi j'ai eu ce problème-là, parce que je ne sais pas si vous le saviez, mais j'étais en Thaïlande au mois de décembre. Et donc j'ai assisté à un match de boxe thaïlandaise, et je me suis prêté au jeu, justement. Donc là, concernant les questions d'éclairage, ils étaient plutôt bonnes, parce qu'il y avait carrément tout un panneau au-dessus d'éclairage plutôt blanc. Donc j'avais pas ce problème de lumière jaune, même si j'aurais pu corriger, mais c'est toujours bien à l'origine d'avoir un bon éclairage. Il éclairait correctement tout le ring, donc ça c'était plutôt très très bien. Et puis le problème que j'avais, donc on peut le voir ici, c'est que pareil, ma vitesse était beaucoup trop lente. Alors j'étais à 1/160e de seconde. Donc pour du mouvement comme ça, on va voir que 1/160e de seconde, c'est trop court pour des mouvements qui peuvent être rapides de coups de pied, de coups de poing, des mouvements de tête, etc. Pour avoir un ordre d'idée, entre 1/60 et 1/125e de seconde, c'est pour figer le mouvement d'une personne qui marche. Donc vous voyez, ça va pas très vite. On va commencer à aller un petit peu au-dessus, vers un 250e, quand il commence à y avoir un déplacement rapide. 1/500e, c'est quelqu'un qui commence à avoir une course à pied, quoi. Et puis au-delà, ça va dépendre effectivement de la vitesse de votre personne, du mouvement de la personne ou de la moto, ou du véhicule, ou de la Formule 1, ou de l'avion que vous voulez prendre en photo. Donc ça va être toujours le dilemme, un petit peu, adapter cette vitesse d'obturation à la vitesse réelle du mouvement, de la personne. Et donc j'ai un autre type de photo, je regarde s'il y a du son encore. Là c'est pareil, c'est le même problème. Donc bien sûr, je n'avais pas gardé cette photo dans ma sélection, puisqu'en plus il y a les cordes du ring qui cachent un petit peu la vue, mais j'aimais bien l'expression du combattant en short rouge, là. Mais on voit bien, la jambe est complètement floue, son pied est flou, là, son bras aussi. Son expression du visage n'est pas très franche, n'est pas très nette. Une autre, là je suis pareil, c'est à la même vitesse, et là, qu'est-ce qui se passe? Ça paraît net, là. D'accord. Forcément, il ne bouge pas. Ouais, voilà. Donc le problème n'existe plus quand il n'y a aucun mouvement, tout simplement. Donc là, à 1/160e de seconde, il est en attente. Donc il n'y a aucun problème, il n'y a aucun besoin d'avoir une vitesse beaucoup plus rapide. Donc j'ai vu que j'étais pas net du tout à 1/160e de seconde. Et donc j'ai commencé à augmenter un petit peu ma vitesse. Et là, j'étais à 1/400e de seconde. Ouais, c'est ça. 1/400e de seconde. J'ai essayé dans un premier temps avec le maximum d'ouverture, mais j'ai vu que là c'était un problème de mise au point. Et donc là on voit tout de suite que le mouvement est beaucoup plus figé par rapport aux photos d'avant. Là on voit bien qu'ils sont en mouvement avec le bras droit là, qui vient taper, et puis il y a ces petits rubans là qui sont vraiment aussi figés dans le mouvement. Ça fige aussi du coup le corps du combattant, et puis du coup on voit tous ses muscles. Si vous regardez les mollets là, on voit
les muscles saillants, là, ça met un petit peu de tension. On voit justement la qualité athlétique des combattants. Donc ça va permettre ça, en fait, la vitesse d'obturation rapide. Donc là, pareil, on voit toute l'intensité du mouvement avec justement son visage qui est crispé, ses épaules sont complètement crispées, et ses abdominaux, etc. Là, ça envoie du bois, comme on dit. Donc là, c'est pareil, c'est 1/400 de seconde, avec une ouverture, pareil, autour de f2.8, je crois que j'étais resté. J'avais pas pris la plus grande pour justement limiter pour être sûr d'avoir une mise au point. Et s'il y a un petit changement entre le moment où j'appuie et le moment où ça déclenche, je suis sûr d'avoir une mise au point plutôt correcte. Là, pareil, il n'y a pas trop de soucis sur la vitesse d'obturation, parce que là, il ne bouge pas tellement. Donc ça, c'est plutôt... ça marche aussi de temps en temps, donc faut pas hésiter. Mais bon, 1/400, c'est correct aussi. Donc là encore, c'est des photos de Scott Kelby qui continue à figer le mouvement. On voit bien toute la terre, en fait, qui est encore figée dans le mouvement. Et donc figée dans l'action, on voit bien. Donc ce qu'il faut, on l'a dit, donc c'est plutôt une grande focale. Parce que la grande focale, ça a l'avantage d'enlever, parce que moi je parle toujours de l'arrière-plan, avoir un arrière-plan le plus propre possible. Donc là, l'action est vraiment figée sur le mouvement, ça fige vraiment, l'action est portée sur les joueurs, et c'est ce qui est le plus intéressant, je dirais, en photo sportive. Mais on va voir aussi que Scott Kelby est plutôt créatif aussi, il fait des choses sympas. Donc une autre photo, là pareil, une vitesse d'obturation plutôt rapide aussi, on peut voir qu'il y a une longue focale aussi, avec toujours pareil, on peut reconnaître ça aux gouttelettes d'eau qui sont projetées et qui sont figées dans leur mouvement. Donc tout ça, ça va être effectivement d'avoir un objectif plutôt puissant, et puis une ouverture assez grande. Donc j'ai fait quelques tests pour être à un 2 millième de seconde. Effectivement, il faut une grande ouverture. Et puis le facteur après sur lequel vous allez pouvoir jouer globalement pour augmenter votre vitesse d'obturation, ça va être la montée en ISO. Mais ça, comme vous le savez, la montée en ISO, alors je ne sais pas si d'ailleurs vous le savez, mais la montée en ISO détériore votre image. Donc en fonction du type d'appareil que vous avez, il y aura une valeur limite à ne pas excéder, quoi. Alors avec celui-là, je sais qu'on peut aller aisément à 3200, 6400 ISO. Donc ça permet de pouvoir avoir des vitesses d'obturation super rapides, avec une ouverture correcte, on va dire, même à 3.5, 4, 5, 6, ça commence à être un peu difficile. Mais en gros, si vous êtes équipé d'un 18-55, donc ça c'est l'objectif standard qui est livré avec les appareils photo Canon, vous allez avoir beaucoup de mal, parce que vous n'allez pas pouvoir zoomer fort, et dès que vous zoomez, en fait, l'ouverture maxi est à 5.6. Donc 5.6 par rapport à 2.8, ça fait toc, 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 presque 8 fois plus de lumière, quoi. Donc là, ça fait beaucoup. Et 8 fois plus de lumière, ça fait comme si vous passiez de... admettons qu'on veut un 2 millième, il faut diviser par 2 à chaque fois. 2 millième, 1 millième, une fois. 1 500e, 2 fois. 1 250, 3 fois. 1 125, 4 fois. 1 60, 5 fois. 1 30, 1 15 et 1 8e. Donc, d'une ouverture à 5,6 à f2.8, on passe de 1 2 millième de seconde à 1 8e de seconde. Donc là, il n'y a pas photo. Pour faire des photos super rapides, il faut des grandes ouvertures. Là, pareil, là on peut voir pareil, c'est un gros zoom, et puis l'action avec ces chiens en pleine action, leur muselière, et on voit bien l'expression des chiens est marrante comme tout. Là, c'est saisissant. Allez, je vous montre encore quelques photos de Scott Kelby en pleine action. Donc là, tout ça sur le même principe. Et un autre souci qui peut être difficile à gérer, c'est la mise au point et l'autofocus. Parce qu'avec des sujets mobiles, c'est très difficile. Alors, quel collimateur choisir? Quel mode d'autofocus? Donc, ça dépend des appareils. Il y en a qui fonctionnent par zone. Donc, vous regardez en fonction de la notice du modèle d'appareil photo. Il y en a qui peuvent avoir des petites zones centrales ou qu'on peut désaxer. Ça peut être un point de collimateur.
Ça peut être une zone entière, donc ça par contre je déconseille, hein, c'est plus en mode amateur hein, qu'on met, c'est par défaut, ce mode est mis là. Et après c'est du one shot, iServo ou AFS, AFC ou AFA. Voilà, c'est les modes autofocus. Donc je dirais qu'en mode continu, c'est ce qu'il va y avoir de mieux, voilà, avec un collimateur pas trop grand, pas trop de collimateur. Alors chez Nikon, ils sont à 11, enfin c'est à 9, 11, 35 ou 50, je crois, collimateur, dans cet ordre-là. En avoir 50, c'est un peu beaucoup. En avoir 35, c'est un peu beaucoup, je trouve. En avoir 11, allez, on va plutôt se concentrer sur l'action, parce que là, il faut avoir vraiment le joueur en premier plan et pas ce qu'il y a derrière. Donc ça va être ça, le gros dilemme. Une autre photo, là, même principe, hein, puis on va peut-être jeter un œil même sur la composition d'image et en parler, justement, avec cette composition que je trouve moi plutôt réussie. Alors on peut voir que le fond de l'image n'est pas trop flou par rapport aux photos de Scott Kelby. Donc ça c'est une photo de Kenny, je ne sais pas. Donc si je mets une photo juste avant, on peut voir qu'ils sont à peu près à la même distance. Là l'arrière-plan est vraiment flou. Et là l'arrière-plan est un petit peu moins flou. Donc je pense que là, c'est plus au niveau de la qualité de l'objectif utilisé. Avec une focale un peu moins grande. Et puis peut-être tout simplement un capteur aussi, un capteur APS-C. Donc c'est peut-être ça qui fait ça. Et avec les capteurs APS-C, on a un petit peu moins de profondeur de champ. D'ailleurs, il y a un modèle Pro hein, qui, je crois que c'est Canon, c'est le 1D, je sais plus quoi là, le 1DX. Je me suis toujours demandé pourquoi c'était un capteur APS-C. Je me dis, pour un appareil professionnel, quand même, c'est quand même un peu étrange. Mais justement, la taille du capteur, alors c'est quand même de la bombe, hein, c'est pas du petit capteur non plus. Le fait qu'il soit plus petit, ça permet d'adapter des optiques justement à 300 mm avec le facteur de recadrage d'1,5 va devenir un 450 mm. Donc ce type d'appareil a été développé exprès aussi pour ça, pour pouvoir augmenter sa focale sans dépenser non plus des fortunes en rachetant des objectifs beaucoup plus coûteux pour avoir une longueur focale encore plus grande. Tac, et une autre photo. Alors celle-là, c'est une petite question. Qu'est-ce qui s'est passé sur cette photo? Je vous laisse réfléchir un petit peu. Donnez-moi les raisons du flou, du net, ce que vous voyez de net, ce que vous voyez de flou. Et ça va être très important, une notion qu'il va falloir bien comprendre, c'est ce qu'on voit juste après. Allez, je vous laisse réfléchir un petit peu. Donc le photographe est en chute libre, ça oui. Est-ce qu'il a besoin d'une vitesse d'obturation super rapide? Là, on imagine qu'en chute libre, comme ça, il descend à, je crois que c'est 160 ou 200 km/h, un truc comme ça. Non, il n'a pas besoin d'une vitesse d'obturation rapide, tout simplement parce que le mouvement des parachutistes par rapport à la personne qui prend la photo est stable en fait. Il n'y a pas de mouvement rapide devant l'objectif, tout simplement. Donc, la vitesse d'obturation pour des éléments qui vont rapidement, c'est quand ils vont à une vitesse rapide par rapport à l'appareil photo. Si vous suivez les éléments, ils ont une vitesse relative, quasi nulle finalement. On peut voir comme ça. Imaginez, il y a mon appareil photo est comme ça, et là j'ai quelque chose qui passe devant. Là, le sujet va vite, donc il faut une vitesse d'obturation rapide. Si au contraire je le suis, tac comme ça, on peut le voir. Là, la vitesse relative par rapport à l'appareil photo est quasi nulle, donc on pourra avoir une vitesse plutôt lente. Il n'y a pas besoin de milliers, d'un millième, un 500e. Pareil, quand vous faites des photos d'action, il y a moyen d'atténuer, si jamais vous ne pouvez pas avoir de vitesse d'obturation super rapide, de solution sera de suivre la personne en mouvement. Voilà. Alors par contre, vous pouvez, si c'est un coureur à pied, lui par contre, donc vous suivez pour son mouvement de corps, il n'y aura pas trop de soucis. Par contre, pour ses mouvements de jambes, là, ils sont en vitesse, on va dire, plus vite par rapport à votre appareil photo. Donc, ça aura du mal à figer le mouvement. Mais ça va atténuer le fait juste de laisser passer. On va voir qu'avec ça, on va pouvoir jouer avec cette vitesse-là et puis sortir un petit peu du contexte de à tout prix la vitesse rapide pour figer le mouvement en photo de sport
et jouer avec ça, quoi. Jouer avec tous ces éléments. Quand on mixe un petit peu le tout, on peut faire des choses très sympas. Et c'est le but, en fait, de cette émission ce soir. Alors, les doubleurs de focale, oui, effectivement, ça perd, alors pas en ouverture, mais ça va être le résultat de perte de l'ouverture, puisque ça perd un peu en luminosité, tout simplement. Ça peut être une aide, hein, de toute façon, chez Canon, ils font des doubleurs de focale qui sont quand même de très bonne qualité, donc on perd, je crois que c'est 1 ou 2 diaphes. Donc 1 ou 2 diaphes, ça équivaut à comme si on divisait la vitesse par 2, puis par 2. Un diaph, on divise la vitesse par 2. Donc si, en temps normal, avec votre appareil, vous êtes à 1 millième de seconde, si vous rachetez le doubleur de focale, vous allez gagner, mais en longueur de focale, mais vous allez perdre en quantité de lumière qui parvient, donc vous êtes obligé d'avoir une vitesse un peu plus lente. Donc 2 fois plus lente. Si c'est 2 diaphes, c'est on divise par 2 et encore par 2. Voilà, ou il faut compenser par une ouverture plus grande, ou des ISO plus hauts. Voilà, tout se mixe là-dedans. On va voir aussi, donc ça, je vous remonte quelques photos de Scott, mais celles-là, on les a déjà vues. Parce que Scott, il ne fait pas que des photos de sportives dans l'action, il fait aussi des photos qui sortent un petit peu de l'ordinaire, où il va jouer quand même avec des vitesses rapides, mais il va faire des photos très sympas. Hop, celle-ci, pareil, qui a été prise, là on dirait bien un triathlon, là. La sortie de l'eau de triathlète, avec ce contre-jour, hein. Moi j'aime bien les contre-jours aussi comme ça. Et donc il sait y faire aussi, là on est avec une vitesse rapide aussi, hein, avec un contre-jour, donc il n'y a pas trop de soucis, parce que la source lumineuse est plutôt forte. Donc ça, c'est des photos sympas, et c'est pour... je voulais justement aborder ce dernier chapitre pour vous montrer ce qu'on pouvait faire avec ce type de photo, avec... pas ce type de photo vraiment, mais comment on pouvait être un petit peu plus créatif avec ce paramètre qui est la vitesse d'obturation. Et donc, premier truc, c'est qu'on peut changer de focale. Voilà. Parce que là, on voit bien en photo de sport, c'est essentiellement du gros bazar. Donc j'appelle ça, moi, du gros bazar, parce que ça coûte très très cher, c'est très encombrant, c'est très lourd. Et je vais vous montrer celle-ci qui a été faite au grand angle, même presque au fisheye, donc ça c'est assez délicat. On l'utilise plutôt à petit escient, hein, parce que l'effet est un petit peu grossier. Allez, je vous montre ça. Voilà. Donc ça c'est sur un terrain de basket aux États-Unis. On peut voir que justement, pareil, en pleine action, là, l'action a été saisie. Donc là, il y a moins de soucis, hein, de mise au point, puisque les grands angles, il y a moins de profondeur de champ. Justement, la profondeur de champ est très très grande. Donc il y a moins de soucis à ce niveau-là. Et puis ça crée un effet sympa, parce qu'on peut noter toute l'ambiance du stade. Et puis en même temps, on est carrément dans l'action. Et donc il y a une technique qu'on peut utiliser, en ce que je vous disais, pour parer à l'éventuel manque de vitesse d'obturation. C'est le panning comme ça. Panning, ça vient du mot panoramique, où on va viser et faire les mises au point. On peut préparer notre mise au point sur la personne qui va arriver, et puis on va suivre la personne dans son mouvement. Donc ça peut faire des effets sympas, parce que ça va permettre justement, là, à contrario, de flouter l'arrière-plan et d'avoir la personne nette, parce que je vous parlais de la vitesse relative. On suit le personnage, du coup il n'y a plus tellement de vitesse par rapport à l'appareil photo, mais par contre l'arrière-plan, lui, bouge énormément. Et donc c'est ce qu'on peut voir ici, avec cette photo de buggy, hein, qu'on peut voir ici. Les roues, donc ça a été pris à une vitesse de 4 centièmes de seconde apparemment. Où là, on voit bien ce qui est net de ce qui est flou, hein. On voit bien les roues tournent, là c'est très flou au niveau des nets, et puis surtout l'arrière-plan, donc qui est complètement flou. Donc ça permet d'isoler vraiment le sujet de l'arrière-plan. Donc ça c'est une technique vraiment bien utilisée. Pour s'en sortir quand on peut pas avoir de vitesse trop rapide, et qu'on a un manque d'ouverture, qu'on manque de ceci, cela, qu'on ne veut pas monter en ISO. Autre cas avec une moto aussi, pareil, de course, hein. On peut voir que l'arrière-plan est flou aussi, et c'est pas que du flou de mise au point, hein. On voit bien qu'il y a une petite rotation du photographe,
Donc ça, n'hésitez pas à utiliser, alors si jamais vous avez l'occasion, hein, mais à suivre comme ça vos sujets. Et il y a encore un autre truc qu'on peut faire encore, et là ça va demander un peu plus d'expérience, parce que c'est une technique moi que j'ai testée à Bangkok, notamment sur des photos de ville. Je vais vous montrer la photo après. C'est avec une vitesse très lente. Là on va être aux alentours de 1/13e de seconde, donc une vitesse lente, c'est-à-dire que forcément ça va être un petit peu flou quelque part. Je vais remettre ça, 1, 2, ouais ça marche. Et là, on va utiliser donc la technique du panning, donc suivre donc, le personnage principal. Donc, je vais vous montrer, vous allez voir, la photo, c'est d'un motard, hein, avec une vitesse lente. Ça va permettre, on va dire, de figer un petit peu le mouvement, si vraiment on est presque immobile par rapport au motard, et vraiment de beaucoup flouter l'arrière-plan. Donc, c'est cette photo-là, elle a été prise à 1/13e de seconde. Et ça permet justement d'avoir un petit peu de flou un peu partout. On voit bien que les roues de la moto sont complètement floues. Le pare-choc avant est flou. Les mains du motard sont floues. Ses jambes aussi. L'arrière-plan, il est carrément lissé. Et puis, heureusement, on va dire, son visage, en tout cas le casque, est net. Donc ça permet pareil de focaliser l'attention sur la tête du motard. Et ça donne une dynamique en fait vachement grande. Voilà. Moi, j'aime beaucoup cette photo-là parce que ça sort un petit peu de l'ordinaire. C'est un peu moins classique que la photo figée dans le mouvement qu'on peut voir sur les photos d'avant, d'ailleurs sur la moto juste d'avant. Voilà, par rapport à celle-ci. Donc là, ça montre, on va dire, le personnage. Hein, ça montre vraiment, on voit tous les détails, on voit la posture, etc. Mais moi, je suis plus dans un truc un peu plus poétique, à essayer de faire rêver un petit peu les gens, enfin en tout cas de faire... soit un peu plus poétique tout simplement. Donc je préfère moi largement ce type de photo-là. Et autre exemple, hein, avec une moto aussi, parce que forcément il faut que ce soit un sujet qui aille assez vite, avec une autre photo de moto, où c'est pareil, le même principe. Là c'est à peu près, je crois, la même vitesse. Pareil, panoramique sur le motard. On voit bien que c'est un peu moins net que l'autre, mais c'est quand même, il y a quand même pas mal de flou. Donc ça, c'est une très bonne technique hein, et vous n'êtes pas obligé d'avoir des vitesses de fou, hein, tout simplement. Donc les objectifs stabilisés, ouais, ça fait bien, ça sauve souvent l'affaire. Notamment, je vous avais parlé la dernière fois de photos de spectacle, hein, où on peut gagner effectivement 2 à 3 diaphes, hein, ça s'appelle comme ça aussi, de 3 ouvertures, de 3 diaphes, de 3 quelque chose. Donc c'est pour ça qu'on va pouvoir descendre à 1/13e sans problème, avec des objectifs stabilisés. Moi, je l'ai fait avec des non stabilisés aussi, et ça à 1/13e, parce que moi, je voulais du flou, hein, donc voilà. Mais on peut descendre sans problème, sans trépied, en maintenant bien son appareil photo contre soi, sans problème, pour prendre une photo sans pied, on va dire. Là, il ne s'agit pas de figer du mouvement, quoi que ce soit, mais à 1/15e, quoi, voire même 1/8e. J'ai réussi, moi, à 1/8e, faire des photos, qu'elles soient nettes, en tenant comme ça, comme un tireur d'élite, en laissant mon doigt appuyé sur le déclencheur pour éviter les vibrations. Donc ouais. Alors que sans stabilisateur, on va être à 1,8, donc on fait x2, 1,15, x2, 1,30, et donc pour le troisième diaph, 1,60. Donc on peut passer de 1,60 à 1,8. Donc ça marche bien, les stabilisateurs. D'ailleurs, c'est pour ça qu'ils l'ont mis. Et donc, moi je vais vous montrer ce que j'ai pu faire en Thaïlande. Je me suis amusé à ça, à essayer d'avoir du flou. C'était dans des conditions de nuit, dans la rue. Moi, ce que j'aimais bien, c'était un petit peu les couleurs. Il y avait plein de gens qui passaient. Alors, il pleuvait. Donc, et puis, il y avait des scooters qui passaient. Donc, ils étaient parfois 2, 3 sur un scooter avec des grands ponchos. Donc, j'ai trouvé ça rigolo. Donc, c'est cette photo-là que je trouve sympa. C'est pas la meilleure de mes photos, hein, mais je trouvais l'exercice intéressant, où on voit pareil tout l'arrière-plan qui est flou. Et puis le personnage principal, donc les scooters, ils sont à 3 sur les scooters en poncho, là, qui sont détachés parce qu'ils sont nettement plus nets. Et puis la réverbération sur la route crée une symétrie, et je trouvais ça sympa. Ça met en relief un petit peu tout ça. Donc ça, j'ai trouvé l'exercice sympa. Mais surtout celui que... fond net,
je reviens vers moi. Fond net et sujet qui passe flou, c'est sympa aussi. Le fond net et sujet qui passe flou. Oui, bah après, justement, ça c'est l'avantage de maîtriser la vitesse d'obturation, c'est qu'on peut se lâcher complètement, quoi. Donc, on peut se lâcher complètement et on peut laisser sa créativité aller. Donc, quand on connaît les tenants, les aboutissants de chaque réglage, eh ben, on peut facilement obtenir des effets qui changent de l'ordinaire, tout simplement, quoi. Donc, ça, c'est le but, de toute façon, de la photographie. C'est pas tellement de maîtriser, c'est pas tellement de jouer avec la technique, c'est plus, une fois qu'on maîtrise la technique, eh ben, se lâcher, tiens, je vais essayer ça, tiens, si je fais ça, qu'est-ce qui se passe, etc. Voilà, c'est vraiment une machine à contraintes et faut se défaire des contraintes pour ensuite se lâcher sur le terrain et puis faire ce qu'on a envie de faire. Donc une autre photo avec justement ce que j'ai pu faire moi en Thaïlande avec cette technique justement du panoramique, donc suivre le mouvement des passants avec la vitesse lente. Donc là j'étais un 13e ou un 15e de seconde. Alors un petit truc, hein, c'est un 15e de seconde, c'est la vitesse de flou pour les personnes en mouvement. C'est-à-dire qu'à cette vitesse-là, ce sera la vitesse idéale pour pouvoir quand même avoir des choses nettes. On peut le voir ici, hein, avec le scooter qui est net. Et tout le reste autour qui va être flou de bouger. Voilà, parce qu'au premier plan, la vitesse relative est beaucoup plus grande. Et ça met, on va dire, l'accent sur l'attention et directement attiré vers ce couple en scooter. Voilà. Et on va pouvoir jouer aussi avec la vitesse lente. Alors là, c'est quelques essais que j'ai faits et qui peuvent être sympas aussi à tester, hein. C'est toujours pareil dans le même principe. Donc là, c'est dans le métro de Paris. Alors je vais m'effacer pour que vous puissiez voir la photo en entier. C'est jouer avec des vitesses lentes aussi, hein. C'est pareil, la même vitesse, un 15e de seconde, qui permet de figer, d'avoir net une personne qui ne bouge pas, et bien sûr tout ce qui bouge derrière. Donc là c'était la rame de métro qui bouge, de l'avoir complètement flou. Et après on peut jouer aussi, hein, sur le métro. Donc je me suis amusé du coup sur le métro, à m'amuser avec ça. Donc celle-là, il n'y a pas vraiment d'intérêt, si ce n'est un peu les textures, les couleurs qui sont rigolotes, les notions de filet. Et celle-là, même on pourrait croire presque à une toile de peinture, en fait, tellement les couleurs et les traits, on dirait des traits de pinceau. Et donc on peut voir à l'arrière-plan le quai d'en face, hein, tout simplement. Donc autre exemple, avec une vitesse d'obturation lente aussi, où là les passants sont presque nets, hein, ils ne bougent pas trop, et puis la rame de RER qui est filant derrière. Donc ça c'est très sympa à réaliser comme photo. Ça peut donner des effets un peu surprenants, parce qu'on n'est pas habitué, nous on ne peut pas figer le mouvement d'un côté puis voir du flou. Donc ça c'est, je dirais, tous les aspects créatifs qu'il faut creuser, et dans lequel la photo fait partie. Et notamment, on peut aller même jusqu'à la pose longue. Et là, la pose longue, on peut aller jusqu'à plusieurs secondes, une dizaine de secondes, 15, 20, 30 secondes. Donc il y a beaucoup de paysages qui sont faits comme ça pour lisser l'eau complètement. Mais en Thaïlande, vous aviez peut-être pu voir cette photo-là avec la photo réalisée dans le Chinatown. Je vous montre ça. Voilà, c'est cette photo-là où là, je suis resté ouvert pendant 10 secondes. Donc là, ça demande une autre technique, hein. Outre la pose longue, il faut vraiment que là, il n'y ait aucune vibration, que ce soit net. Et là, les stabilisateurs causent beaucoup de soucis. Donc il faut que ce soit net sur les choses qui ne bougent pas, bien sûr, et que ce soit pas net, c'est-à-dire flou, sur les parties mobiles. Et donc ça crée des filets comme ça de phares et de textures de voitures qui sont, moi je trouve, sympas. Donc j'aime beaucoup cette photo-là. Elle a été réalisée dans le quartier de Chinatown à Bangkok, avec toutes les lumières qui flashouillent, etc. de partout. Donc ça c'était vraiment sympa. Donc un beau moment à passer. Et donc vous pouvez d'ailleurs aller sur le blog, aller lire un article. J'avais fait une vidéo comment je m'y prenais. Donc ça, si vous voulez apprendre encore plus là-dessus, vous pouvez y aller. Donc voilà ce qu'on pouvait dire sur en gros la vitesse d'obturation, la photo de sport, comment on pouvait aussi devenir créatif avec la photo de sport. On avait dit avec des vitesses lentes aussi, c'est pas systématiquement que des vitesses rapides. Il y a Claude qui demande avec trépied pour cette photo.
Oui, là c'est obligatoire, hein, parce que là j'étais avec plusieurs secondes, je crois que j'étais à 10, 15 ou 20 secondes, j'ai dû monter jusqu'à 20 secondes, et là 20 secondes. La moindre petite vibration, le moindre coup de vent, là il y a beaucoup de techniques, il y a beaucoup de critères pour être vraiment, pour faire en sorte que cette photo soit nette sur les parties fixes, hein. Ne serait-ce que même le pied doit être suffisamment lourd, on monte jamais le truc central trop haut, on est sujet, il suffit qu'il y ait un petit coup de vent, ça peut bouger un petit peu, même le déclencheur, le fait d'appuyer dessus, ça peut engendrer une vibration, donc là il y a toute la technique. Et voilà quoi, ce que je pouvais vous dire ce soir sur la photo. Donc, merci beaucoup d'avoir été attentif. Allez, je vous dis à plus tard. Merci à vous. Ciao.